C'est l'histoire d'un beau projet, un projet prometteur, un projet d'intérêt public. Son nom, Off Investigation. Off Investigation, c'est un média indépendant, 100% spécialisé dans l'enquête journalistique au long cours. L'enquête, virée de Canal+, par un certain Vincent Bolloré, chaque jour un peu plus menacée sur le service public et globalement absente du futur mastodonte TF1 M6, dès lors que l'on exclut les immersions façon Bernard de la Villardière. Parce qu'il considère que l'enquête, c'est l'essence même du journalisme et que dans un contexte de pression et de menace, il est important de sortir du système et de se tourner vers les citoyens. C'est parce qu'il considère que les choses doivent être ainsi que Jean-Baptiste Rivoire et son équipe, au sein de laquelle on trouve d'ailleurs un ancien du média, Yanis Mamdi, se sont lancés dans une opération de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Mais voilà, même faire campagne sur les réseaux sociaux quand on est un petit média qui enquête sur Emmanuel Macron, un homme d'affaires à l'Élysée, eh ben, ça ne va pas de soi, de cela. Des obstacles en tout genre que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un tel projet. Je parlerai avec Jean-Baptiste Rivoire, porteur du projet, et Jean-Christophe Parent, cofondateur de l'agence Sans Tête, qui l'accompagne dans sa campagne de crowdfunding. Et puis, dans une deuxième partie d'entretien, on sera avec Jean-Baptiste et Lucille Berland, une journaliste d'Off Investigation qui viendra pitcher un peu le type d'enquête qui pourront ne jamais exister si l'opération de financement participatif d'Off Investigation ne se conclut pas par le grand succès qu'elle mérite. Bonjour JB, bonjour JC. Bonjour Théo. Alors, donc, on va d'abord commencer, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Off Investigation, à présenter le projet. C'est quoi Off Investigation ? C'est une tentative de faire de l'investigation audiovisuelle de plus en plus difficile à la télé, donc de la faire sur Internet et d'appeler à la population pour dire en fait c'est clé, c'est hyper important, surtout de faire un peu une enquête sur le bilan du quinquennat Macron, mais comme les télés ne veulent pas le prendre, il faut qu'on le fasse ensemble avec vous et que vous le financiez et qu'on fonce, quoi. L'idée est venue de cela, en fait, de l'incapacité, de l'impossibilité de faire financer et diffuser un vrai bilan sans concession des 5 années d'Emmanuel Macron sur un média classique. En tout cas, on a essayé, on l'a proposé à toutes les chaînes et à toutes les plateformes. M6 nous a dit on n'ira pas sur la politique sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous a dit on a déjà un autre projet, certes un peu différent. France Télévisions nous a dit on a déjà 352, on n'en fera pas d'autres. Arte a dit ça n'intéressera pas nos téléspectateurs d'outre-Rhin. Canal m'a dit on ne peut pas t'accompagner sur ce projet. T'es quand même allé sur Canal+, c'est gonflé. Ah, faut demander à tout le monde, nous on est polis. Et Netflix nous a dit on ne va pas sur des politiques en exercice. Donc en fait, il faut faire des trucs sur les politiques qui ne sont plus en exercice. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, quand est-ce qu'on fait notre boulot pour regarder de manière critique ce que fait le pouvoir exécutif ? On est à la fin d'un mandat, il faut le faire, quoi. Ouais, je disais que tu étais gonflé de demander à Canal+, parce qu'en fait, tu étais un des piliers de l'investigation à Canal+. Tu étais parmi ceux qui ont été broyés justement par l'arrivée de Vincent Bolloré, j'ai failli dire de Nicolas Sarkozy, à la tête du groupe Vivendi, et tu en as conclu à l'impossibilité de l'enquête sur Canal. Mais tu es aussi dans l'écosystème des journalistes d'investigation et tu te rends compte que même dans le service public, même sur le service public, ça ne va plus de soi. En fait, il y a quelque chose de clé qui s'est passé en 2015 quand Vincent Bolloré a pris le contrôle de Canal+, et qu'il a enlevé l'investigation et les journaux télévisés, etc. C'est que jusque-là, à Canal, on challengeait un peu modestement nos copains de France Télévisions. Il y avait une émulation. Eux, ils pouvaient dire, si on s'écrase, c'est encore Morera et sa bande sur Canal qui vont faire 90 minutes et qui vont faire des trucs sur la politique, etc. Et ça les aidait, donc on s'aidait mutuellement. À partir du moment où Bolloré étouffe ça en 2015, ce qui est compliqué, c'est que France Télévisions se retrouve en monopole. Et en plus, en 2019, Delphine Ernotte il y avait 3 guichets jusque-là, France 3, France 2, France 5, donc les producteurs pouvaient faire toc-toc, non tu veux pas, je vais voir l'autre et tout ça. Et en 2019, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, va créer un seul guichet. Et donc maintenant, il faut faire toc-toc à un seul guichet, représenté par une seule personne. Et si elle n'aime pas votre projet, ça passe pas. Donc là, on est dans un goulot d'étranglement de l'investigation télévisée en France qui est terrible. Et c'est terrible parce que le service public France Télévisions avait l'habitude de faire des trucs formidables, continue à faire des trucs formidables. Mais là, quand on vient de l'extérieur et qu'on propose des choses, c'est de plus en plus difficile de placer des projets d'investigation. Et donc, vous lancez Off Investigation, votre navire amiral qui vous permettra de faire donc une enquête au long cours, une série en fait, une série à la Netflix sur Emmanuel Macron, un homme d'affaires à l'Élysée, mais d'autres choses aussi dans le futur. Et où est-ce que vous en êtes dans votre campagne de levée de fonds sur KissKissBankBank aujourd'hui? C'est difficile, hein, tous les médias indépendants essaient de faire un appel à la population, donc on en est à peu près à 65 000 € en quelques semaines, ce qui est vraiment bien. En même temps, une série de 9 fois 26 minutes pour faire le bilan du quinquennat Macron, ça coûte à peu près 200 000 €. Donc c'est vraiment dur, on est à mi-campagne, et là pour l'instant on n'y arrive pas clairement. Il faut vraiment que tout le monde en parle autour de soi, quoi. En tout cas, nous on est les copains et on va en parler. Justement, Jean-Christophe, tu es là pour les aider à
à faire monter en charge leur campagne. Et quelque part, l'équipe nous a expliqué que c'est de plus en plus difficile, notamment parce que techniquement, vous n'arrivez pas à faire de publications sponsorisées sur les grands réseaux sociaux à grand trafic. Et donc, ça a des gros impacts. C'est quasiment une entrave, en fait, à votre campagne, à votre travail journalistique en gestation. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas, justement, à faire des publications sponsorisées et à toucher le maximum de personnes qui pourraient être intéressées? Alors déjà, je voudrais juste ajouter que ça ne concerne pas que Off Investigation, mais que ça peut concerner aussi d'autres médias indépendants qui se lancent, ou déjà des médias indépendants installés, qui d'ailleurs doivent refaire tous les ans aussi des campagnes de dons. Donc ça peut toucher, ça touche tous les petits médias, mais ça peut aussi toucher des causes et des organisations comme des ONG, etc. On est obligé de passer par la publicité en quelque sorte au bout d'un moment donné dans une campagne de crowdfunding ou même dans une stratégie de développer son média pour faire du membership, etc., d'abonnement. On est obligé de passer par une phase publicitaire. C'est parce que les réseaux sociaux fonctionnent avec des filtres, etc., fait le tri pour vous dans les fils d'actualité. C'est pas parce qu'on a acquis, admettons, 100 000 personnes sur un réseau social qu'on va toucher à chaque publication ces 100 000 personnes. Donc, ce fonctionnement d'algorithme, on ne sait pas réellement comment il fonctionne. On peut faire plein de théories, plein de tests, etc. Mais on ne touche pas tout le monde. Donc, si on veut s'adresser à notre audience, qu'on a durement acquis, on a produit des contenus, fait des enquêtes, etc., investi là-dedans. Donc les audiences, normalement, on devrait pouvoir les toucher. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est obligé de passer par la publicité et, pour toucher ces audiences-là. Mais il y a des règles publicitaires. Donc il y a eu différents scandales et affaires, etc., comme Cambridge Analytica, qui ont un peu refroidi les plateformes sur qui pouvait faire de la publicité. Et il y a aussi les annonceurs qui achètent de l'espace publicitaire sur ces plateformes, qui ont aussi mis la pression justement aux GAFAM en leur disant il ne faudrait pas que n'importe qui puisse faire de la publicité non plus. Donc chaque réseau social, chaque entreprise a décidé un peu de ses critères pour pouvoir parler de certains sujets déjà sur les réseaux sociaux de manière organique, mais aussi par l'intermédiaire de la publicité. Et là, concrètement, Facebook, Twitter et YouTube ont dit non pour qu'on ne puisse pas pousser nos contenus, c'est ça? Exactement. Donc, du coup, chacun sa règle. Quand on a un refus... Bizarrement, c'est des règles différentes, mais ça arrive à la même... À la même conclusion, c'est que c'est refusé. Mais le problème, c'est le motif de refus n'est pas clair. C'est-à-dire que généralement, c'est un petit rond rouge qui s'affiche à côté de la publication ou de la publicité choisie, créée. Et ils nous disent non approuvé, refus. Et quand on survole justement le petit rond en question, eh ben on voit sujets politiques, sujets écologiques, enjeux sociétaux. Quelque part, tu es en train de nous dire qu'on ne peut pas sponsoriser une publication de nature politique ou écologique sur certains réseaux sociaux? En tout cas, c'est ce qui est écrit comme motif de refus. Et en fait, chaque motif a sa règle, mais lorsqu'on va cliquer justement pour savoir quelles les précisions, quelles sont les règles, et ben c'est là où ça devient absolument flou. Par exemple, pour YouTube, c'est tout de suite en anglais. Donc, quand on a un média francophone, moi, je n'ai pas de capacité en anglais pour tout comprendre. C'est des règles qui sont hébergées selon les lois des États qui hébergent ces plateformes. Donc, c'est aux États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout transparent. Et les règles, elles changent aussi, ils peuvent les changer tous les jours, etc. Ils envoient régulièrement des mails pour dire que les conditions d'utilisation changent. Et à chaque fois, c'est tous les pavés qu'on connaît de conditions d'utilisation. Et dans le cas de Twitter, par exemple, ils fixent tout un tas de règles pour dire vous pourriez le faire si vous respectez ces règles. Alors, il y en a plein qui sont cohérentes, mais il y en a une autre, c'est il faut 100 000 visiteurs uniques par mois sur ton site. Donc, en gros, tu as un gros site installé, un média déjà installé, un média puissant, un média de milliardaires, il n'y aura pas de problème. Tu es un petit média indépendant qui se lance, ça sera non par principe. Donc, c'est une prime aux médias déjà installés, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de parler à un humain
un humain à qui on propose le projet. Vous travaillez avec KissKissBankBank, qui est une plateforme. Vous travaillez, vous êtes connu en fait sur la place parisienne. Jean-Baptiste, tu es quand même connu. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir quelqu'un qui travaille spécifiquement sur les médias pour YouTube France ou bien pour Twitter France pour discuter? Alors, en tout cas, pour le cas de Facebook, quand on crée un compte publicitaire et qu'on commence à l'utiliser, que la publicité est approuvée, qu'on a mis un certain budget, on reçoit très vite un mail pour prendre un rendez-vous avec un conseiller marketing de chez Facebook qui vous appelle directement d'Irlande, qui case un créneau avec vous. Mais ça demande à ce que la publicité soit approuvée d'abord et que la campagne commence. Ils ont une espèce d'alerte à chaque fois qu'il y a une campagne publicitaire qui est lancée, qui fonctionne plus ou moins bien. Et tout de suite, un conseiller nous appelle pour dire peut-être que vous avez mal configuré la publicité. Mais là, on n'en est même pas encore là. Ouais, on n'en est pas là du tout. C'est que là, c'est que du fait qu'il y ait, on va le dire, le fait qu'il y ait Emmanuel Macron dans la vidéo, ou qu'il soit dit, qu'il soit cité, qu'il y ait des extraits de son discours, etc., un robot identifie Emmanuel Macron dans le contenu, et du coup, c'est à caractère politique, donc c'est automatiquement refusé. Donc en fait, si on voudrait que la pub soit acceptée, il faudrait qu'on enlève toute mention à Emmanuel Macron dans le contenu de la publicité. J'ai une idée. En gros, il faut déviraliser le contenu pour qu'on vous le viralise, quoi, en gros. En tout cas, ne pas citer un homme politique, cet homme politique en tout cas, dans la publication. C'est une super idée. Et si on dit Jupiter, par exemple, ça marche? Ça peut fonctionner, mais attention, à partir du moment où sur une publicité Facebook ou même YouTube ou Twitter, où on envoie sur ce qu'on appelle une page d'atterrissage, donc là, ça serait la page KissKissBankBank, s'il y a un pixel, enfin un cookie Facebook, Twitter ou YouTube d'installer, enfin Google... Un cookie, c'est un peu c'est un fichier qui est conservé dans le navigateur qui permet... de retenir l'heure de connexion, la page sur laquelle on était précédemment, etc. Tu disais, s'il y a un cookie. Voilà, s'il y a un cookie, en fait, ils peuvent très bien aller analyser la page d'atterrissage pour savoir vers quoi on envoie les gens en publicité. Par exemple, à la base, c'est prévu pour éviter les publicités mensongères où on vend une tomate et en fait, on atterrit sur un site où c'est de la vente de canapés, par exemple. Le résultat, en fait, il vaut mieux faire le journalisme indépendant dans les grands médias des milliardaires, quoi. Là, ça marcherait mieux. Non, en tout cas, il y a un intérêt pour YouTube, Facebook et Twitter d'avoir des partenariats avec les plus gros créateurs de contenu localement. Donc, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc. Et avec ces gros groupes qui détiennent ces titres-là. Donc, il n'est pas rare de voir Facebook passer des partenariats avec Le Monde, avec Le Figaro, ou avec des entreprises comme Combini, Webedia, pour les aider à créer du contenu, le viraliser, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour eux, parce que déjà, de base, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, ils bénéficient d'une énorme audience. Forcément, quand on va frapper à la porte de Facebook et Twitter ou YouTube, ils vont leur dire nous, on va transférer cette audience-là sur vos réseaux sociaux, on va coproduire du contenu et on va aussi attirer les annonceurs sur nos contenus. Donc, à la fois, le média arrivant sur la plateforme gagne de l'argent, mais il y a un partage de revenus qui est fait avec Facebook. Ce qui n'est pas le cas pour les médias indépendants qui, justement, ne recherchent pas la publicité. Le média indépendant, s'il veut toucher son audience, là, aujourd'hui, avec les algorithmes tels qu'ils fonctionnent, il faut qu'il paye de la publicité, donc il faut qu'il donne de l'argent à Facebook. Et Facebook ne veut pas de son argent, en tout cas, il ne veut pas du vôtre, puisqu'il refuse vos publicités. Comment on peut éviter, comment on peut sortir de ce piège? C'est pas qu'il veut, il veut pas de notre argent. C'est qu'il y a des sujets qui sont impossible en publicité. Donc tout ce qui est enjeux enjeux sociaux, environnement, racisme, féminisme, politique. Et Emmanuel Macron. Et dont Emmanuel Macron, ce n'est pas possible. Alors JB, tu as travaillé longtemps pour les médias installés, bien puissants, et là maintenant tu deviens entrepreneur de presse dans les médias indépendants, et tu tombes là-dessus. Je suppose que tu es surpris, et qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion, cette difficulté à émerger?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme entre des millions de gens dans ce pays qui ont juste envie d'avoir de l'investigation indépendante, honnête, et où on a le droit de porter un regard critique sur les pouvoirs économiques ou politiques, et les innombrables bâtons dans les roues qu'on nous met. Parce que quand même, dans les grands médias installés, ça devient très compliqué de porter un regard critique sur l'exécutif. Quand on propose notre projet, c'est refusé de partout. Quand on va sur les réseaux sociaux, apparemment la pub est bloquée parce qu'il y a marqué Emmanuel Macron. Il y a un moment donné, un Vincent Bolloré, par exemple, est en train de prendre une place extrêmement importante dans les médias français, en droitisant de manière extrême la ligne politique de ces médias. Quand un lanceur d'alerte, quelqu'un dit quelque chose, Vincent Bolloré a tendance à poursuivre les journalistes avec des procédures Maillon qui n'en finissent plus. Donc, il y a un moment donné, où est l'information libre en France, quoi? Et ça pose au bout d'un moment une question, au-delà des grands industriels qui contrôlent ces médias et qui les instrumentalisent, que fait la police, que font les pouvoirs publics, que fait ce gouvernement? On a quand même élu des gens dans ce pays, ils sont censés maintenir une espèce d'équilibre démocratique entre les pouvoirs et s'assurer que l'information fonctionne en France. Là, elle fonctionne vraiment très très mal. Donc c'est vraiment urgent là, de bouger, quoi. Est-ce que depuis que vous avez lancé le projet Off Investigation, vous avez déjà sorti un premier épisode donc, de la série, est-ce qu'il y a eu des menaces, des intimidations? Comment ça s'est passé? Non, donc Yanis Mamdi et Étienne Ménès-Lacroix ont signé l'affaire Koller, le scandale qui menace Macron, sur les conflits d'intérêts au cœur de l'État, puisque le bras droit du président, en fait, depuis des années, depuis le cœur de l'État, favorise une compagnie maritime italo-suisse dont on découvrira qu'en fait, elle est liée à sa famille. Donc il y a quand même un énorme problème. Il y a une plainte en cours. Et en fait, on a zéro réponse de l'Élysée. Ça fait 2 mois qu'on leur envoie des mails, qu'on téléphone, qu'on leur dit mais on va faire ça. On leur a parlé en toute loyauté. On leur a donné nos 10 épisodes. On leur dit faut qu'on se parle, mettez-nous un porte-parole, dites-nous quelque chose. Et ces gens ne répondent absolument jamais. Alors après, en lisant ces derniers jours Libération, on apprend qu'apparemment les révélations sur sa famille crispent un petit peu Alexis Koller. Il serait crispé. Et apparemment, Sibeth Ndiaye lui a dit c'est le jeu, Lucette, détends-toi, un truc comme ça. Mais je ne sais pas si c'est beaucoup détendu. Mais il faudrait qu'il se détende et qu'il parle aux journalistes, parce que il parlerait un peu aux journalistes, ça ferait du bien. C'est comme quand tu te mets sur un divan chez un psy, tu parles aux journalistes, on échange, on se parle, c'est la démocratie. Il y a un pouvoir, il y a des gens qui portent un regard critique sur le pouvoir, on échange. Le fait qu'il y ait des problèmes de conflit d'intérêts au cœur de l'État, d'optimisation fiscale en Suisse pour cette compagnie italo-suisse, voire d'immenses saisies de drogue sur les cargos de cette compagnie, de cocaïne, ça amène quand même un débat. Il faut en parler avec la presse. Enfin, il y a un moment donné, ou alors on n'est plus dans une république démocratique, quoi. L'enjeu qu'il y a derrière cette censure, on ne le connaît pas. Mais en tout cas, nous, on fait un constat, c'est qu'on est censuré. Après, pour quelles raisons, on ne peut pas le savoir. Et on ne connaît pas les règles. Donc, difficile pour tout le monde de pouvoir émerger et vendre son travail. En tout cas, ils peuvent déjà s'abonner à la newsletter gratuite de Off Investigation pour être au courant des avancées et soutenir Off Investigation ainsi que les autres médias indépendants. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Merci. JC, on va continuer dans une deuxième partie de l'émission avec toujours Jean-Baptiste Rivoire et Lucille Berland, journaliste pour Off Investigation. Deuxième partie de notre émission avec toujours Jean-Baptiste Rivoire, porteur du projet Off Investigation, et la journaliste Lucille Berland, qui travaille pour Off Investigation. L'idée, c'est de pitcher un peu le type de sujets sur lesquels vous avez enquêté et sur lesquels vous continuez d'enquêter. Alors, je rappelle que le titre de votre première série, Jean-Baptiste, c'est Emmanuel Macron, un homme d'affaires à l'Élysée. Et Lucille, une des enquêtes sur lesquelles tu as travaillé, s'intitule Le Monde, Emmanuel Macron, agent double. Le Monde, c'est le quotidien Le Monde. En gros, en 2010, Le Monde se porte mal pour pouvoir le sauver. La Société des journalistes, qui est très influente, se met en contact avec Emmanuel Macron, qui permet de l'aider. En réalité, il joue un double jeu et sous couvert d'aider les journalistes, en réalité, il joue l'agenda d'Alain Minc et des sarkozystes. On regarde un petit extrait du documentaire. L'histoire que l'on va vous raconter est celle d'un grand quotidien traditionnellement attaché à son indépendance, mais déficitaire, d'une guerre d'actionnaires désireux d'en prendre le contrôle, d'un président de la République cherchant à peser sur les médias dans l'espoir d'être réélu, et d'un banquier d'affaires au rôle pas très clair. Quant à Emmanuel Macron, en se mettant secrètement au service des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy, il aurait cherché à étendre ses réseaux et son influence politique. Il va se mettre du côté d'Alain Minc, parce qu'Alain Minc, c'est un peu
encore un espèce de faiseur de roi à l'époque, très bien connecté, plutôt marqué à droite, mais aussi très bien connecté à gauche, et ça fait partie des troubles du personnage, et en se mettant du côté de Minc, en fait, il s'assure à la fois finalement un certain poids dans la négociation médiatique, et puis un poids politique futur. Ça montre les subterfuges qui peuvent être utilisés pour faire main basse sur la presse, quoi, dans des intérêts qui sont radicalement contraires à ce que les citoyens auxquels ils peuvent prétendre, une presse libre, une presse indépendante, loin des connivences d'affaires, des jeux d'influence. Voilà, c'est ça ce que cette anecdote révèle. Ce jour-là, Tricorneau et Van Cotte sortent d'un rendez-vous qui se tenait par hasard dans l'immeuble abritant les bureaux d'Alain Minc. Donc on est dehors, on a fini notre rendez-vous, on est devant l'avenue Georges V, le 10 avenue Georges V, avec notre avocat, le vice-président de la Société des rédacteurs et moi-même. Et puis la porte s'ouvre et Alain Minc, avec quelques personnes, sort. Adrien Tricorneau, le vice-président de la Société des rédacteurs du Monde, nous dit « J'ai une hallucination, je viens de voir Emmanuel ». Je suis surpris de voir très rapidement qu'il visiblement discute quelques instants avec Alain Minc, qui a l'air étonné qu'il ne vienne pas. Et du coup, Alain Minc referme la porte. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il m'avait vu, qu'il nous avait vus et qu'il s'était caché. Quand je dis ça aux autres, ils m'ont dit « mais non, écoute, c'est énorme, il serait venu nous dire bonjour, etc. » Et du coup, je vais aller voir, je leur dis écoutez, restez là, tout le monde était pressé. Hein. Et je dis je vais aller voir et je vais vous le ramener pour qu'ils nous disent bonjour et qu'ils nous expliquent. Et il rentre dans l'immeuble. Emmanuel Macron serait-il en train de courir dans l'escalier pour se cacher dans les étages? Tricorneau le suit de près. Et quand j'arrive au dernier étage de l'immeuble, effectivement, je tombe sur quelqu'un qui était très silencieux jusque quand je montais les marches, mais qui subitement, quand j'arrive à l'étage, se met à sortir son téléphone, à regarder ses pieds et à parler à quelqu'un qui probablement n'était pas au bout du fil d'ailleurs. Et lui, il m'a dit, mais excuse-moi, mais je suis au téléphone. Mais là, j'ai senti qu'il avait du mal à parler, son souffle était coupé. Il m'a dit, non, j'attends des clients, donc je ne peux pas bouger. Je dis, les clients, ils passent par la porte d'entrée, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir bouger. Et il m'a dit, oui, parce que là, on nous prête des locaux. Je dis, pourquoi tu rentres pas? Il m'a dit, parce que je n'ai pas la clé. Enfin, là, ça tenait pas debout, il était dans l'improvisation, quoi. C'était hyper drôle. C'est qu'il était très gêné. Et effectivement, ça se sentait physiquement. C'est-à-dire que je me suis approché lentement de lui pendant qu'il continuait à parler, tout en regardant ses pieds, en faisant semblant de plus en plus de ne pas voir que je me rapprochais, Je me suis arrêté un peu devant lui, j'ai étendu lentement la main. Et je lui ai dit, tu nous dis pas bonjour Emmanuel, tu nous connais plus, etc. Enfin voilà, ça me faisait rire en fait. J'ai un peu jubilé parce que là je me suis dit, ah je l'ai trouvé, ils vont pas se foutre de moi, je l'ai trouvé. En fait c'est quelqu'un qui très rapidement aurait pu trouver une explication, ce qu'il a essayé de faire ensuite, quand je redescendais avec lui. Mais là il avait rien et j'avais une sorte de preuve matérielle de collusion. Et donc pendant un moment il y a eu une panique et une envie de fuir. Alors Lucille, pitch-nous un peu cette histoire, Emmanuel Macron, un agent double à l'Élysée. Alors c'est une histoire qui était très peu connue, qui avait fuité dans quelques articles et dans des bouquins, mais qui n'avait jamais été traitée en vidéo à la télé. Et c'est une histoire qui dit beaucoup de choses à une période où Emmanuel Macron donc, était banquier d'affaires chez Rothschild et où il s'est mis au service, dans un dossier de presse, au service de la Société des rédacteurs du Monde, qui est à l'époque donc un groupement de journalistes au sein du journal Le Monde, qui est à l'époque le premier actionnaire du journal. Et qui donc est assez inquiète parce que le journal va très mal, les caisses sont vides, le dépôt de bilan menace, et donc il faut faire rentrer de nouveaux actionnaires. Sauf que dans toute bataille actionnariale, il va y avoir des enjeux de pouvoir parfois très haut placés, donc des enjeux d'argent, des gens qui ont de l'argent et qui veulent le placer pour éventuellement effectivement exercer une forme d'influence sur ce journal, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent eux. Et de l'autre côté, le camp des journalistes qui, eux, essayent de préserver au maximum leur liberté éditoriale. Et donc c'est ça, cette histoire du Monde, c'est à la fois une bataille politico-économico-médiatique, et à la fois ce rôle d'Emmanuel Macron très direct, où il va être embauché pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Il va se mettre au service des journalistes du Monde en disant écoutez, moi je travaille gratuitement pour vous, moi je suis banquier d'affaires par ailleurs, donc je vais vous aider à éviter les pièges, etc. dans cette bataille actionnariale, parce que c'est
technique, il faut avoir des compétences un peu appuyées. C'est pas forcément du ressort de tous les journalistes. Et il dit que c'est parce qu'il adore l'indépendance de la presse. Voilà, donc il arrive à les convaincre et finalement, en fait, il y a une première période, une lune de miel pendant quelques mois où tout se passe bien. Et en fait, au fil des mois, il va y avoir quelques indices qui vont commencer à mettre un peu la puce à l'oreille et mettre des doutes aux journalistes sur son impartialité. Et finalement, il est un peu pris le doigt dans le pot de confiture par certains journalistes qui lui racontent, comme on l'a vu dans l'extrait. Mais au-delà de cette anecdote piquante, qu'est-ce que cela dit du rapport d'Emmanuel Macron à la vérité et à la presse? Alors, il y a effectivement deux enjeux sur le rapport plus, on va dire, systémique et plus global, sociétal, qui pourra intéresser tout un chacun. C'est vraiment ces enjeux autour de la presse qui sont encore hyper actuels. Jean-Baptiste en parle beaucoup et on est très nombreux à en parler aujourd'hui. Une petite précision, dans les deux groupes d'actionnaires qui essayent de mettre la main sur le monde en 2010, il faut savoir aussi qu'il y a un monsieur très haut placé en France qui s'appelle Nicolas, qui est à l'Élysée et qui lui a choisi son groupe d'actionnaires préféré. On est à peu près à 1 an de la présidentielle de 2012 et lui, il voudrait que le monde tombe plutôt entre les mains d'actionnaires qui lui sont favorables. Et en fait, le jeu d'Emmanuel Macron, dans le plus grand secret, va être d'aider effectivement plutôt ces actionnaires-là, ceux qui sont préférés par Sarkozy, à mettre la main sur le monde. Donc on est vraiment au carrefour de la politique et de l'argent, quoi. Sachant qu'on a du mal à établir si c'est vraiment directement pour aider Sarkozy à l'époque ou plutôt parce qu'il est vraiment sous la coupe d'Alain Minc, qui est le conseiller de l'ombre de Sarkozy. Donc Alain Minc qui lui tire un peu les ficelles en jouant lui-même double jeu parce que c'est l'un des mentors d'Emmanuel Macron qui l'a soutenu pour rentrer chez Rothschild, etc. Donc il y a différents enjeux de pouvoir à ce moment-là. Donc ça raconte à la fois le parcours d'un homme, Emmanuel Macron, qui commence à se faire son réseau, parce que c'est pas anodin s'il s'intéresse à la presse et s'il se met en tant que banquier d'affaires dans des dossiers de presse. Les gens qu'on a interrogés nous le disent, notamment Marc Endeveld, qui est un grand connaisseur d'Emmanuel Macron, de la Macronie, qui a enquêté, qui a fait notamment 2 super bouquins là-dessus. Il nous raconte que c'est pas un hasard si en tant que banquier d'affaires, il se met sur des dossiers de presse, parce que c'est des dossiers qui sont pas très rentables en réalité, par rapport à plein d'autres deals qui font gagner potentiellement des millions. Les dossiers de presse, c'est pas très rentable pour un banquier d'affaires. Sauf que ça donne un réseau. Ça donne un très grand réseau dans les médias et donc dans la politique, les hautes sphères, etc. Ça donne de l'influence. Donc c'est pas un hasard si Emmanuel Macron, à ce moment-là, commence à s'impliquer sur des dossiers de presse. Il en suivra d'autres d'ailleurs, pas uniquement celui-là. Et puis plus généralement, tu le disais, ça raconte ces enjeux de pouvoir et d'argent autour de la presse, autour de médias, où là, on a quand même des journalistes qui, eux, essayent de faire bien leur boulot, essayent d'être indépendants, essayent de pouvoir enquêter sur tous les sujets au monde. Et ils se retrouvent avec Alain Minc, qui était le président du conseil de surveillance pendant des années au monde, pendant 10 ou 12 ans, de 97 à 2008 ou quelque chose comme ça, qui avait été poussé par la fenêtre, comme on dit, c'est quoi l'expression, et qui revient, qui essaye de revenir, poussé par la porte, et qui essaye de revenir par la fenêtre au moment de cette bataille d'actionnaires de 2010, mais les journalistes n'en veulent pas du tout. Précisément pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout le monde sait que c'est un des conseillers de l'ombre de Nicolas Sarkozy et que c'est un des conseillers de l'ombre de plein de grands patrons de la place de Paris. Donc il y a déjà un mélange des genres dont les journalistes du monde ne veulent pas du tout. Ils ne veulent pas quelqu'un au cœur du journal qui soit dans ce mélange des genres-là. Ce qu'on découvre dans l'enquête de Lucille Berland, c'est que Emmanuel Macron, qu'on perçoit comme arrivé un peu dans les valises de François Hollande dans cette période, en fait, activait bien avant des tas de réseaux sarkozystes avec lesquels il copinait très étroitement. Donc Emmanuel Macron, c'est un type qui est très proche de tout un tas de réseaux de droite avant même d'arriver à l'Élysée en 2012. C'est déjà en même temps, parce que quelque part, Emmanuel Macron, il a une sorte de double mentorat avec Jacques Attali, qui était plutôt un compagnon de route de François Mitterrand et des socialistes. Et de l'autre côté, Alain Minc, les deux se tirent la bourre pour conquérir son âme. Et Alain Minc représente un peu les intérêts de Sarkozy, tandis que et aussi de Vincent Bolloré, et pendant que Attali, c'est plutôt les intérêts de Hollande. Et lui, il se débrouille pour séduire les deux, et puis pour jouer le double jeu avec les journalistes, mais double jeu aussi avec les mentors, quelque part. Et avec les citoyens, du coup, aussi. Une des déclarations absolument hallucinantes que Alain Minc accorde à Lucille Berland à la fin du reportage, c'est de dire, rappeler un truc qu'il avait dit sur France 2 en 2016, c'est au fond, banquier d'affaires, il faut être séduisant, il faut être talentueux, il faut être souple. Parce qu'au fond, c'est un métier de pute. Alors déjà, on tombe un peu de sa chaise. Et quand on lui reparle de cette citation quelques années après, il nous dit « Oui, et j'ai aussi dit à France 2 que banquier d'affaires, c'est un métier de pute, mais en fait, politique aussi, c'est un métier de pute. » Alors là, on se pince, on dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Je sais pas, il arrive à l'âge âgé, il dit la vérité. Et que donc, voilà, que banquier d'affaires, c'est une très bonne préparation finalement à la politique, parce qu'il faut les mêmes compétences, entre guillemets, c'est ce qu'il nous dit. Séduire, être disponible, réussir à convaincre, arrondir les angles, ce en même temps plus ou moins, mais qui est un peu sa patte d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a gagné en 2012.
part, il y a tromperie. 2017. Les journalistes du Monde sont trompés, ils sont abusés par Emmanuel Macron, quelque part. Ils se sont sentis trahis, en tout cas. Ouais. Et c'est ce que dit d'ailleurs Adrien Tricorneau, qui est l'un des journalistes qu'on a interviewé et qui prendra, entre guillemets, la main dans le sac Emmanuel Macron quand il sortira quelques jours après, 2 mois après la vente du Monde, à côté d'Alain Minc. Et donc, il y aura une forme de preuve de collusion, parce qu'ils avaient le doute jusque-là. Et là, ils se diront, bon, d'accord, parce que Emmanuel Macron s'enfuit à ce moment-là, il fuit en faisant mine de ne pas les avoir vus, donc il va le poursuivre, etc., comme on l'a vu dans l'extrait. Donc, oui, à ce moment-là, il y a à la fois cette histoire de collusion, mais il y a des enjeux démocratiques beaucoup plus graves finalement, et beaucoup plus systémiques, et qu'on retrouve encore 10 ans plus tard, qui sont encore d'actualité. Et ce qui est tragique et comique dans cette histoire où Emmanuel Macron va se cacher, c'est qu'il serait sorti avec Alain Minc et puis il aurait dit « Salut les gars, j'ai été prendre un café » et puis c'est tout. Bon, je pense que l'affaire se serait arrêtée là, qu'on n'en aurait jamais parlé. Mais là, il va avoir un réflexe complètement dingue. Quand il sort de l'immeuble et qu'il voit les journalistes du Monde, comme s'il était pris en flagrant délit, il va essayer de se cacher. Comme un petit garçon qui a fait une bêtise, qui a mis sa main dans le pot de confiture, il va se cacher. Et parce qu'il se cache, ça intrigue les autres qui vont le pourchasser. Il monte au 6e, il cherche une issue désespérément. Bon, manque de bol, c'est un immeuble, il n'y a pas de sortie. Tu arrives au 6e, c'est un palier. Nous, on a été voir, on a visité le palier, il n'y a pas de porte. Donc en fait, Macron, il se retrouve tout en haut, il ne peut plus sortir, il est coincé. Et en fait, c'est cette fuite qui est une espèce d'aveu qui les avait trahis. Il n'aurait pas fui, voilà quoi. Il y aurait peut-être eu des doutes, mais des doutes difficiles à documenter. Alors, quelque part, aujourd'hui, il y a eu une polémique sur la brouille ou la guerre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré, liée également à des enjeux médiatiques, toutes ces interactions entre les hommes de médias, les hommes politiques et les hommes d'affaires. Rappelons qu'en 2010, par exemple, Nicolas Sarkozy, 2 fois, va exercer de très fortes pressions sur le directeur du Monde, Éric Fotorino, une fois par téléphone pour lui dire qu'il n'est pas question qu'ils choisissent les actionnaires Niel, Berger, Pigasse, que Sarkozy perçoit comme des gens de gauche, c'est vous dire. Et puis, un mois plus tard, Sarkozy va carrément le recevoir dans son bureau à l'Élysée en lui mettant la pression, en disant si c'est Niel qui reprend le Monde, il n'y aura pas d'argent des contribuables pour sauver l'imprimerie du journal. Donc les pressions de Sarkozy sont explicites, extrêmement fortes, elles ont fait scandale jusqu'aux États-Unis. Et au fond, on a le sentiment aujourd'hui qu'un président de la République française continue finalement à faire de l'influence sur la presse. Quand c'est pas lui, c'est de puissances industrielles qui veulent contrôler l'information. Donc l'information est un enjeu vital et tous ces gens veulent la contrôler pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour instrumentaliser l'information, pour conditionner l'opinion. Et ça, c'est grave. Ça devrait vraiment vacciner tous les citoyens contre ces médias dépendants. Et il faut vraiment financer de l'information indépendante en France, quoi. Et c'est là où, pour moi, il y a un point clé aussi qui est... Parce que est-ce que la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que ça doit vacciner les gens vis-à-vis des médias dépendants? Moi, c'est pas forcément ma conclusion, mais en tout cas, oui, être alerté, faire gaffe, mais surtout, je trouve que dans ce genre d'affaires, qui en pâtit, au fond? C'est les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes dans ces médias-là, qui, globalement, essayent de bien faire leur travail et d'enquêter sur tout, y compris sur parfois leurs actionnaires, etc., mais qui peuvent pas toujours le faire, c'est eux qui en pâtissent en premier, parce que dans ce genre d'histoire politico-financière, etc., les gens peuvent avoir tendance à mettre tous les médias et tous les journalistes dans le même sac en disant vous êtes tous corrompus, vous êtes tous censurés, etc. Et nous, ce qu'on raconte là-dedans, c'est que là-dedans, ceux qui réussissent à ne pas craquer, c'est la Société des rédacteurs du Monde. Et quand Emmanuel Macron pousse un peu vers un camp, eux, ils disent non. Au moment du vote, ils choisissent le camp adverse de le camp contraire donc, à Nicolas Sarkozy et de celui pour lequel Emmanuel Macron poussait, intriguait. Et donc, eux, ils décident de conserver leur indépendance. Mais parfois, c'est pas toujours ça qui se passe. Le fait de se vendre à Niel, Pigasse, c'est toujours une défaite de toute façon. Voilà, c'est aussi un autre choix. Mais c'est toujours une défaite au sens où, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent à l'époque, c'est qu'ils disent c'est un changement d'air parce que jusque-là, on est indépendant, on est premier actionnaire, etc. Et là, on est obligé de faire rentrer de l'argent, sinon on met la clé sous la porte. Donc le Monde ferme, on licencie, je sais plus combien, il y avait encore des centaines de journalistes. Donc, 130 s'il y avait un licenciement. Entre les mains des actionnaires les moins pires que les autres, pour faire court. Qu'ils jugeaient les moins pires que d'autres, parce qu'aujourd'hui, quand même, Xavier Niel sont des enjeux comme les télécoms, sont des concessions de services publics. Xavier Niel, c'est aussi le gendre de Bernard Arnault. Il a énormément d'influence dans le monde économique, ça c'est clair. Après, parmi les différents actionnaires dont Jean-Baptiste aussi parlera dans son bouquin en janvier sur les oligarques et la presse, etc., on va dire que Xavier Niel, c'est un de ceux qui a
qui va être le plus respectueux, entre guillemets, ouvertement, des rédactions. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de l'interventionnisme très direct comme d'autres se le permettent. Par exemple, Vincent Bolloré, de venir dans les rédactions, de dire bah, ça ne traite pas, ça censure, etc. Mais bon, ça pose quand même des questions, par exemple, d'autocensure des journalistes. Quand tu sais que l'un des principaux actionnaires de ton journal, c'est Xavier Niel, le patron de Free. Est-ce que tu fais une enquête pendant 2 mois au journal, si tu es journaliste d'investigation au Monde, pour enquêter sur les failles du système Free? Tu peux vraiment interroger le capitalisme et ses mécanismes d'une époque de quasi-effondrement écologique, de Covid, quand finalement ce sont les héros du capitalisme français, les Français les plus riches qui contrôlent ton média. Ils sont allergiques naturellement à tout ce qui est anticapitaliste. Par exemple, Audrey Garrick au Monde, sur l'écologie, sur l'environnement, elle écrit sans arrêt des papiers là-dessus, elle a un regard quand même assez critique, etc. Donc, heureusement, il y a encore des journalistes qui peuvent exercer leur regard critique, y compris dans des grands médias, qui peuvent être considérés, vu de l'extérieur, comme pas indépendants. Heureusement. Mais tu as raison de dire que quelque part, c'est comme s'ils étaient quand même dans un espèce d'îlot où on ne peut pas aller trop loin dans une forme de critique, etc. Et eux-mêmes le disent parfois à l'intérieur, hein, ces journalistes-là. C'est-à-dire que ce n'est pas la censure qu'on fantasme vu de l'extérieur, par exemple, en disant bah, dans ces médias-là, ils ne disent pas du tout ce qu'ils veulent, etc. Ce n'est pas à ce point-là. Mais quand même, ça pose des questions, notamment d'autocensure, etc. Enfin, donc ces journalistes-là... C'est pas à ce point-là. Chez d'autres industriels... Oui, voilà, exactement. En tout cas, oui, là, je parle des journalistes du Monde. Dans d'autres, par exemple, chez Bolloré ou dans d'autres groupes. Et après, pour sortir de ce piège, moi, je ne suis pas sûr qu'il faut absolument faire le combat entre les médias indépendants et les grands médias et les uns devant tuer les autres. Ouais. Je pense que ce qu'il faut absolument, par contre, c'est qu'il n'y ait pas que 5 puissants industriels qui ont quasiment tous soutenu le président de la République qui contrôlent la presse. Ça, c'est vraiment pas une démocratie. Il faut qu'il y ait des médias indépendants pour venir les mordiller, les challenger. Il faut qu'il y ait de la pluralité, quoi. Et actuellement, le pluralisme, il se crée en dehors du système, en marge du système, mais souvent avec du financement citoyen, comme vous l'avez fait vous aux médias ou comme d'autres. Et donc, ça veut dire que la population... Comme va le faire Off Investigation, qui, on l'espère, va vraiment arriver à ses objectifs en termes de mobilisation de fonds. Alors, est-ce que vous pouvez pitcher... Enfin, pas pitcher, mais disons, nous dire un peu quels autres sujets vous allez aborder, quels sujets sont finis, ou alors vous voulez les garder parce que vous voulez protéger les sources. C'est quoi la stratégie? Non, on a prévenu l'Élysée en toute transparence, donc on va pouvoir vous le dire. On les a affichés sur le site, d'ailleurs, oui, dans nos communications. On va travailler, par exemple, sur la complaisance d'Emmanuel Macron à l'égard du régime militaire algérien depuis plusieurs années. Il a plutôt choisi les affairistes et le clan au pouvoir plutôt que la population qui, pourtant, défilait dans la rue. Il y a eu 13 millions d'Algériens dans la rue au plus fort du Irak. On n'a pas senti qu'Emmanuel Macron avait une très grande solidarité envers cette population qui demandait plus de démocratie, par exemple. Lucille va enquêter sur l'affaire Alstom. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on a laissé partir un pan entier de souveraineté industrielle aux Américains? Comment Alstom et GE ont arrosé la place de Paris à coût de centaines de millions d'euros pour missionner des cabinets de lobbying, des cabinets d'avocats pour faire réussir ce projet qui a amputé finalement la France quand même d'une compétence majeure. Yanis Mamdi travaille actuellement sur le maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire comment la police a été envoyée au front par le pouvoir politique pour contenir la colère de la population. Au lieu de lui donner des réponses politiques, on a envoyé la police avec des LBD, des armes de guerre, des grenades. Donc on a vu les dégâts que ça a fait, donc on enquête sur ça. Voilà, moi je vais essayer de gratter une histoire d'un contrat d'armement qui a foiré avec les Belges, avec l'Élysée qui n'a rien fait pour sauver le projet. On va travailler sur l'impôt sur la fortune d'Emmanuel Macron. Il l'a supprimé en arrivant comme président en disant que ça allait améliorer l'efficacité économique de la France. En fait, il avait un rapport très personnel à l'ISF depuis qu'il était passé chez Rothschild et qu'il avait fait fortune. Donc je pense qu'il avait un petit besoin aussi de le supprimer pour lui. Donc, et voilà, l'hôpital, et surtout, excellente enquête de Cécile Dolman, Hôpital La République en panne. On en parle énormément dans l'actu. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est mais qu'est-ce qu'on a mené comme politique publique à l'hôpital depuis 20 ans pour que les soignants soient dans un tel état aujourd'hui et qu'on a du mal à accueillir les malades. Et quoi qu'en disent Emmanuel Macron et son gouvernement et leurs éléments de langage, que beaucoup d'ailleurs de citoyens sur les réseaux sociaux traduisent de la façon suivante. Voilà, c'est un objet long comme ça, avec des trous, et on fait comme ça. En fait, les gens ne croient plus à Macron. La vérité, c'est qu'on a abîmé l'hôpital avec des politiques ultralibérales qui ont mis la pression sur les soignants et les médecins depuis 20 ans, qui ont constitué une espèce de harcèlement institutionnel dans le service public, et que les gens sont tellement découragés dans les hôpitaux que plein maintenant s'en vont.
C'est-à-dire que dans une situation de chômage, les gens quittent l'hôpital. Donc il serait temps de se réveiller et de porter un regard critique sur la façon dont on a traité l'hôpital depuis 20 ans. Merci Jean-Baptiste, merci Lucile. Off Investigation, ce sera... ils ont déjà commencé avec une enquête qui a déjà trouvé son public, et pour qu'il continue, il faut aller sur KissKissBankBank, participer à leur levée de fonds et leur donner les moyens justement de mordre les mollets de belles émissions comme Envoyé spécial, Complément d'enquête et Cash Investigation, et de montrer finalement au gouvernement et aux milliardaires que même s'ils éteignent complètement l'investigation dans les médias traditionnels, eh ben, elle rebondira dans les médias indépendants. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.